après avoir accueilli, Monique Schlup qui nous a, remis un petit peu, au b.a-ba du reiki, à la structure, au protocole, j'ai la joie d'accueillir Patrice Gros qui va nous faire remonter aux sources du reiki traditionnel. Bonjour et bienvenue Patrice. Bah, merci à vous 2, Karine et Sébastien, de m'accueillir et Inexploré également. C'est vraiment une grande gratitude, une grande joie d'être là parmi vous. Bienvenue sur cette émission. Alors vous êtes l'auteur, de plusieurs ouvrages, mais il y en a un qui rassemble un petit peu, vos 35 années, de pratique, qui s'appelle «L'essence sacrée du Reiki», comme on le voit, pour ceux qui voient le podcast, paru chez Grancher. Et bien, je vais vous demander quelle est-elle cette essence sacrée du Reiki? C'est déjà une très bonne question dans la mesure où je pense qu'elle va poser les bases de toute la suite de notre entretien. Et lorsqu'on parle de l'essence sacrée du Reiki, j'aimerais peut-être donner une orientation un peu plus subtile, car ce à quoi ça fait référence, en réalité, c'est notre propre essence sacrée. Mmh. Alors pour l'instant, j'ai pas encore donné la définition. L'essence sacrée du Reiki serait pour moi l'équivalent de notre nature profonde, la reconnaissance de la nature de la conscience que nous sommes tous, et ce vers quoi ça pointe, c'est la liberté à chacun, à travers la pratique de Reiki, de pouvoir la redécouvrir. Mais maintenant, il faudrait peut-être donner aussi quelques petites précisions. Mmh. Cette essence sacrée, elle est au-delà de toute dualité. C'est pas comme s'il y avait le Reiki d'un côté et nous, les pratiquants, la personne de l'autre. En fait, entre le Reiki et la nature de sa conscience, il n'y a pas de «entre». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation dans le sens où il n'y en a même jamais eu, et ce vers quoi pointe la pratique du Reiki, c'est la redécouverte de cette essence fondamentale. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore répondu à la question. Quelle est donc cette essence sacrée? Alors je voudrais utiliser peut-être, une image, un symbole qui est celui de l'océan. Et l'on peut voir à sa surface de nombreuses vagues qui s'élèvent. Et de la perspective des vagues, qu'on appelle la perception relative des choses, on peut considérer que chaque vague a sa propre autonomie, sa propre existence. Et du point de vue de l'océan, par contre, il y a pas cette multiplicité, il y a cette multiplicité, mais comme une vue unique. Du point de vue de cette dimension de l'océan, qu'on appelle cette fois la dimension de l'absolu, opposée à la dimension relative, toutes ces vagues ne sont que l'expression, le déploiement de sa nature fondamentale. Pour nous qui pratiquons, on fait toujours une différence entre le Reiki et soi. En réalité, on ne parle pas du Reiki, on parle de soi. Et si je me base sur un point de vue de la non-dualité radicale, il n'y a personne ici. Dans l'éveil, c'est pas quelqu'un qui s'éveille, c'est pas le personnage qui s'éveille. C'est lorsqu'il ait vu sa totale irréalité sur le plan de sa substance, que l'on peut à ce moment-là reconnaître ce qui se cache derrière. Comme disait un maître zen, c'est pas le personnage qui atteint l'éveil, c'est l'éveil qui se reconnaît à un moment donné. Alors la nature du Reiki, c'est peut-être le moyen habile, un des moyens parmi d'autres, une voie, un do, Reiki do, qui nous permet d'accéder à cette reconnaissance. Sans épargner pour autant la dimension du soin, bien évidemment, parce que les 2 ne peuvent pas se dissocier. On est quand même dans l'incarnation. Quand je dis qu'il y a personne, je ne nie pas la réalité relative de l'existence. Il y a bien, vous êtes là, je suis ici, mais il y a une fausse compréhension. On pense qu'on est complètement identifié à ce que l'on croit être. Mais en fait, il y a réellement une autre dimension qui se cache derrière, et c'est vers ça, vers quoi, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai envie d'exprimer, de partager, vers quoi pointe le Reiki dans sa pratique. Si je vous suis, cette essence sacrée est accessible à tout le monde ou en tout cas nous sommes, connectés à cette essence sacrée, de façon large et là je pense aux praticiens du réseau. Est-ce que tout praticien qui nous écouterait peut s'initier au reiki? Et qu'est-ce que cette essence sacrée peut apporter à leur pratique, quelle qu'elle soit? Qu'ils soient, ostéopathes, qu'ils soient, médiums ou qu'ils soient, énergéticiens?
Bah, par défaut, on y est tous reliés puisque c'est fondamentalement ce que nous sommes déjà. C'est quelque chose qui ne peut être que redécouvert. Alors bien sûr, si on en a un premier aperçu, ça peut être, assez surprenant de voir que ce qu'on a été, on l'a été, ce qu'on est, on l'a été depuis toujours et on le sera éternellement. Donc si la pratique du reiki permet de faire réémerger cette condition première fondamentale et complètement naturelle, évidemment que un, elle est accessible à tout le monde et elle ne peut que renforcer sa pratique quelle qu'elle soit. Mais cela va bien au-delà d'une pratique thérapeutique. Si on est émergé et immergé pardon, dans cette essence, si on est en lien constant avec cette dimension de la conscience, mais ça va toucher tous les aspects de sa vie, pas seulement l'approche du soin. C'est ça, tout à Donc il y fait. a une invitation ici, bien sûr. Je Mmh. ne veux pas faire du prosélytisme pour le reiki, Mmh. mais en touchant le reiki, c'est sa propre conscience, encore une fois, qu'on va permettre de toucher. C'est ça qu'il faut entendre. Alors pour moi, c'est assez émouvant de vous accueillir puisque, quand j'ai mis, le doigt dans la marmite de tous ces sujets, il y a déjà un bon moment, vous avez été ma première interview, ma C'est vrai. toute Mmh. première. Et vous êtes l'un des premiers francophones à avoir été initié au reiki, japonais traditionnel. Qu'est-ce qui, il au moment où vous avez été initié, qu'est-ce qui vous a éveillé et attiré dans le reiki et comment ça a percuté votre vie pour en au point d'en devenir une voie de vie? Et alors, il faudra le remettre un petit peu dans le contexte de départ. À l'époque, je suivais un enseignement bouddhiste, tibétain. J'étais relié à un des Rinpoché qui avait établi un grand centre international en France et le thème de ces retraites, c'était très souvent guérison et transformation. Mmh. Alors bien sûr, dans ce contexte-là, on parlait plus d'une guérison intérieure, d'une transformation liée, à l'éveil de la conscience, mais il y avait déjà ce terreau qui avait été mis en place et puis après, il y a eu un concours de circonstances. J'avais un frère qui suivait une formation, en PNL, donc c'était les tout premiers temps de la programmation neurolinguistique en France. Mon frère est devenu par la suite un des pionniers, un des représentants de la PNL pour la France et dans cette rencontre, dans ces formations qu'il suivait, il y avait une dame extraordinaire, une grande dame, pour qui j'ai une profonde reconnaissance, qui était une des rares personnes qui enseignait le reiki en France et qui était une des responsables pour le nord de la France. Si on divisait la France en 2, il y avait le nord de la France, elle était la responsable pour cette association internationale qu'on appelait The Reiki Alliance et à cette époque-là, il n'y avait pas tellement de personnes qui enseignaient le reiki. De mémoire, il devait y en avoir 5 à peu près. Et mon frère m'a dit, il m'a donné un prospectus qui décrivait la pratique du reiki, telle que la personne, l'a présenté, l'enseignait et il m'a dit: «Cette personne, je ne sais pas ce que c'est réellement que le reiki», il en a succinctement parlé dans le stage. «Tout ce que je sais, que c'est une bonne personne. Donc forcément, ce qu'elle fait, ça sera bon et puis, bah, libre à toi de faire la démarche». Il me dit: «Moi, je vais rester dans ce processus de PNL, d'hypnose ericksonienne». Mais moi, quelque part, ça, comment on dirait maintenant, ça a matché tout de suite. Ça a résonné et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai téléphoné à cette personne et puis, ben, on a pris rendez-vous pour un 1er week-end de formation. Là, malheureusement, j'aurais pas le temps de raconter toutes les anecdotes autour de rien que la mise en contact et comment ça s'est décidé parce que c'était pas gagné, c'était ça passe ou ça casse, c'était maintenant ou pas. Mais peut-être que si on a le temps en fin d'émission, je raconterai des petites pointes d'anecdotes parce que je sais que je raconte énormément d'histoires et un jour, un de mes élèves m'a dit: «Mais on pourrait faire un livre rien qu'avec les anecdotes et les histoires que tu racontes». Donc on va rester simple pour l'instant, mais ça a commencé à partir d'un dépliant, tout simplement et ça a résonné très, très fort et j'ai dit: «C'est ça que j'ai envie de faire». Mmh, peut-être juste voir qu'est-ce qui a résonné? Bah, la dimension de la guérison, parce C'est que ça. dans un premier temps, on présentait cet aspect-là, l'aspect purement pratique, technique, comment le reiki peut nous aider face à nos souffrances, dans notre vie quotidienne, en tant que processus d'accompagnement. Peut-être que là, on devrait mettre un disclaimer, vous savez, une clause de non-responsabilité lorsqu'on utilise les mots comme soin, guérison. C'est pas dans un sens médical, hein. On le fait dans un sens peut-être plus holistique, dans une voie d'accompagnement. On n'est pas médecin et on ne se prétend pas des guérisseurs et il faut vraiment être clair aussi par rapport à ces termes qu'on peut utiliser. Tout à fait et justement par rapport à cette précision, par rapport à vos débuts, on a perdu un peu le fil de l'origine. Déjà d'une part, qui était Mikao Usui, à qui l'on doit, le reiki traditionnel et quel était-il ce reiki à son origine et est-ce qu'il a, évolué, changé depuis sa source originelle?
Alors, je réponds à la dernière question, oui et non, il a forcément évolué lorsqu'il s'est un petit peu expatrié dans différentes cultures, différentes sociétés. Il est évident que si Usui serait venu enseigner de nos jours avec, la connaissance des neurosciences et dans un contexte occidental, et les sources spirituelles qui seraient les siennes aujourd'hui, l'essence serait la même, mais la forme qu'aurait pris sa transmission et son enseignement, à mon avis, se serait, adapté aux conditions d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'à l'époque où Usui a découvert ou redécouvert cet enseignement, cette pratique, elle existait déjà au sein d'un contexte. Heu, pour ceux qui le peuvent, j'invite vraiment à aller sur mes pages Facebook, parce qu'il y a énormément de recherches qui sont faites actuellement par des chercheurs, par des personnes qui étudient les textes primaires, qui font des traductions et on a retracé tout le curriculum vitae de la vie d'Usui dans les 30 années qui ont précédé son éveil et la transmission du reiki. Et déjà, à l'époque, il y avait énormément de pratiques qui s'appelaient aussi reiki. Ce que Mmh. nous utilisons, ce que nous pratiquons, c'est le Usui reiki, c'est-à-dire l'utilisation de cette énergie sacrée de l'univers selon la découverte et l'approche d'Usui. Et à l'époque d'Usui, il y avait déjà plein d'autres pratiques qui existaient. Là, j'ai un ouvrage qui est vraiment, alors malheureusement, je vous le montre, hein, c'est un ouvrage, absolument inédit. Il vient du Japon, hein, je ne peux pas le traduire, mais il a été écrit par Morihei Tanaka, qui enseignait déjà à son époque le Tai-Reido. Et le Taïredo, c'est étrangement un contemporain d'Usui qui vivait à quelques kilomètres de son village, qui a eu un parcours, mais aux expériences de vie près, les les mêmes expériences, les mêmes moments, les mêmes, il a fait un jeûne, enfin bon, il y a énormément de choses donc et lui, c'est parmi tant d'autres. Donc ça veut dire que déjà, le reiki a émergé au sein d'une culture, au sein d'une époque et il y avait beaucoup de courants, qui ressemblaient étrangement à celui du reiki et qui portaient d'ailleurs même ce mot reiki. Ce mot reiki n'est pas uniquement, associé à Mikao Usui. Et pourquoi c'est cette branche-là? Déjà, qui était Usui en résumé, bien sûr, vous pouvez pas nous refaire tout son CV et pourquoi c'est cette branche-là qui a émergé et qui est arrivée jusqu'en Occident? Ah, je pense à un contexte culturel. Il y a eu, une grande réforme au Japon, il y a eu l'ère Meiji, il y a eu, les guerres qui se préparaient, il y a eu les Américains qui ont mis la mainmise sur, la société japonaise. Ils voulaient même, évincer les idéogrammes, comme ça a été fait, au Vietnam, par exemple. Fort heureusement, ça a pu être préservé. Il y a eu un courant nationaliste. Il y a eu, une chasse aux sorcières par rapport, à ces courants pseudo-religieux, comme nous on dirait aux sectes ici en France et pour ces raisons, et ben, le fait que le reiki ait été exporté en Occident et c'était, je pense, la seule branche reiki, donc celle d'Usui qui a été exportée, à l'étranger, en dehors du Japon, qui a fait que cet enseignement a été préservé. Là aussi, moi je vous invite, parce qu'on n'a pas le temps au cours d'une émission comme ça de 45 minutes, 1 heure, d'aller vraiment explorer en profondeur tous les détails historiques, mais il y a des recherches qui sont faites et je mets tout ça en ligne et sur ma page Facebook et sur mon site internet. Maintenant, je j'ai des traductions, assez intéressantes où Usui, il a étudié la psychologie, il a étudié la philosophie, il a vécu plus de 3 ans en Californie, il a été, alors on disait qu'il a été ministre de culte. Alors apparemment non, non pas dans une université chrétienne, mais, moi dans l'information que j'ai, si je peux la partager, il a été chargé par une société missionnaire féministe américaine, alors vraisemblablement la Société de l'Église épiscopale méthodiste, pour fonder une école de charité et une école primaire. Et c'est là, sa fonction a été de superviser cette école. Alors, c'était pas une école de garçons, ça s'adressait plutôt à une école de missionnaires féministes. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est en train maintenant de recadrer par rapport à l'histoire, par rapport à beaucoup de choses qui ont été un petit peu mystifiées. Et alors, encore une fois, on ne va pas rentrer dans trop de détails, ça ne serait pas utile aujourd'hui, mais sachez qu'on est en train actuellement et un livre va sortir. Alors peut-être en anglais dans un premier temps, donc ça sera peut-être bien un jour d'en reparler, où toutes ces informations vont pouvoir être, rassemblées. Maintenant, il reste encore une étape, qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qui a précédé son éveil? Qu'est-ce qui l'a rejoint? Alors, on sait quand même qu'il a pratiqué le zen pendant un minimum de 3 ans, de façon très intensive et qu'au bout de cet entraînement, il n'avait toujours pas atteint ce point ultime de la conscience qu'on appelle le satori, qui est vraiment une expérience d'éveil, un moment d'éveil. Donc son maître lui a enjoint en lui disant: «Mais écoute, la seule chose qui te reste à faire», alors il a dit symboliquement,
c'est d'aller mourir sur une montagne en effectuant une retraite. Il s'agit bien sûr d'une mort symbolique, de la mort qu'on appelle dans les Écritures la mort du vieil homme. Il s'agit pas de sortir son sabre et de se faire harakiri. Et donc il a apparemment, ça c'est vrai, il a fait une retraite. Alors quel était l'objet de sa retraite? Quel était le contenu de sa retraite? Est-ce que c'était une retraite du bouddhisme vajrayana japonais? Est-ce que c'était une retraite zen stricte? On ne sait pas. En tout cas, c'est mentionné dans les écrits, c'est répertorié. Il a fait une retraite et quand il est redescendu de sa montagne, eh ben, il n'a plus jamais été la même personne. Et qu'est-ce qu'il a voulu? C'est apporter cette connaissance à l'humanité. Il avait un souhait, c'est que son enseignement s'étende bien au-delà des frontières du Japon et que ça reste pas quelque chose comme c'était dans la lignée japonaise, ça reste au niveau de la famille et puis comme dans les arts martiaux, eh ben, c'est le fils héritier qui devient le successeur de l'enseignement du maître précédent, du père, et cetera. Donc lui, ce qu'il voulait justement, c'était que toutes les personnes du monde et il avait peut-être eu cette vision que le reiki s'étendrait même bien au-delà des frontières du Japon. Donc Et ah, et merci à là lui. en fait, on est pardon, son éveil et la diffusion, on est dans quelle, période, quelle époque? 1922 à peu près. C'est ça. Et pourquoi ça a mis tant de temps quand même pour arriver, je dirais aux praticiens, francophones en tout cas, puisqu'on a commencé à beaucoup parler du reiki, même si sans doute que c'était peut-être pratiqué avant, à l'aube de l'an 2000. Alors déjà le reiki a été préservé au sein d'une association qu'on Mmh. appelle l'Ushuikai, au Japon. Cette association avait le siège, si je me souviens bien, principal à Tokyo. Sauf que pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été bombardé. Enfin, il se trouvait que ce lieu où il y avait le siège de l'association, l'immeuble a été détruit. Donc ils ont perdu énormément de documents. Mais en catimini, en secret, elle a été préservée et il y a eu une continuité. Et puis et ça reste très secret. Nous avons très peu de liens. En tout cas, actuellement, j'ai le privilège d'avoir un lien avec un des membres de l'association japonaise de Reiki, qui nous transmet beaucoup d'informations sous couvert d'anonymat. Et il se trouve que, ben, des événements récents plus personnels, lui de son côté, une personne malade, moi face à un décès, on s'est beaucoup rapprochés. On Mmh. a beaucoup communiqué et échangé, pas seulement sur le plan du Reiki, mais sur un plan peut-être plus humain et je peux dire qu'aujourd'hui, on est devenus amis et en Mmh. fait, on partage énormément d'informations et puis, il y a aussi le fait que le reiki a été transmis en Occident par une lignée de ses 22 premiers maîtres, dont on entend beaucoup parler, l'un d'eux étant le docteur Hayashi, qui a transmis le reiki à une américano-japonaise qui habitait Hawaï. Là aussi, on ne va pas raconter l'histoire en détail, mais c'est que grâce à elle que cette branche du reiki, une forme du reiki peut-être un peu plus édulcorée, qui était plus conforme à la tradition, occidentale. Parce qu'il fallait pas parler de guérison, il fallait pas faire des massages, il fallait pas faire des pratiques comme ça de toucher autre que d'imposition des mains. Sinon, ben, il y a les mêmes règles, que nous, les mêmes lois, c'est réservé à un professionnel comme une kinésithérapeute et il y a des choses qu'on ne peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Donc c'est cette branche-là qui fait que le reiki a aussi été préservé paradoxalement et est Mmh. venu jusqu'à nous, contrairement aux autres branches de l'époque. C'est ça, c'est ça. Vous l'avez dit au début, il n'est pas question de dissocier, je dirais la voix, de la technique de soin, mais vous insistez quand même beaucoup sur sa dimension intérieure. Mmh. C'est-à-dire ne pas simplement, voir le reiki comme, un outil de soin. Pourquoi insistez-vous sur, cette dimension intérieure? Alors pourquoi? Parce que ça parle directement de mon expérience. L'expérience que moi j'ai quand je pratique ou quand j'enseigne le reiki, je retrouve exactement la même saveur que ce que j'expérimentais quand j'étais auprès de mes grands rinpoché, auprès de grands maîtres ou de grands pratiquants, ou ce que moi j'ai pu expérimenter dans mes propres retraites spirituelles. La qualité énergétique que je contacte à ce moment-là, cette qualité de présence, cette qualité presque non duelle, Mmh. là je la touche dans le reiki. Donc c'est ce qui me fait dire que moi, il y a cette qualité dans le reiki. A contrariori, lorsque vous allez au Japon, dans l'association japonaise du reiki, ils vont plutôt mettre en avant la dimension du soin. Mais pour eux, la dimension spirituelle, elle est déjà là en arrière-plan. Elle est déjà là Mmh. par défaut. Ils sont déjà impliqués dedans. Donc eux, ils vont pas vous parler de Satori. Moi, cet ami, Mamoru Wakatake, quand il me parle, ou quand on échange par rapport, la différence entre le reiki japonais et le reiki occidental, il me dit: «Mais vous parlez que d'éveil, vous parlez que d'éveil». Nous, le reiki, c'est très pragmatique. C'est, Usui Teate, c'est la main posée, selon l'enseignement d'Usui. C'est pas on pratique pas l'éveil dans l'association japonaise.
Mais si vous pratiquez correctement, par la pratique elle-même, vous ferez émerger cette dimension d'AI. Donc finalement, on se rejoint quand même, selon des pôles et des approches différentes. Mais moi, j'ai envie de dire dès le départ, pour moi, le reiki, c'est une voie qui peut nous amener à toucher ce niveau de conscience. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant. Mais sans nier pour autant la dimension du soin. D'ailleurs, peut-être que finalement, je me rends compte, avec cet échange avec cet ami, que je parle peut-être trop d'éveil, de non-dualité, de satori. Finalement, il faudrait peut-être revenir, que je me calme peut-être un petit peu et revenir à des aspects plus fondamentaux. Mais là encore, entre la dimension d'éveil et la pratique formelle, il y a pas de honte, il y a pas de séparation. C'est juste 2 mots différents qui pointent vers la même réalité. Si vous êtes vraiment aligné dans votre pratique, si vous êtes un bon praticien, si vous mettez, en place les protocoles qu'on vous demande de faire, parce qu'il y a quand même des techniques énergétiques et internes, puisque vous avez mentionné ce mot-là, vous obtiendrez le fruit de toute façon, quel qu'il soit. C'est pour ça que le reiki vraiment s'adresse à tout le monde, pas besoin d'être déjà, dans une perspective, une dimension spirituelle pour, prétendre, pratiquer le reiki. C'est ça. Et peut-être si je fais, l'avocat du diable, comme beaucoup de nos praticiens, vous êtes également thérapeute avec différentes techniques, énergétiques et cetera. Si le reiki est une voie universelle, pourquoi ne pas juste pratiquer le reiki? Alors, votre question, elle est vraiment louable. Et je me souviens avoir fait une interview sur, une technique de soins qui utilise les fréquences, la biorésonance et des choses comme ça. Et une personne, mais pas de la façon dont vous le proposez, m'avait dit: «Mais alors toi, ça fait 30 ans que tu pratiques le reiki, alors le reiki, ça ne te suffit pas?» Et moi, je trouvais cette réflexion qui résonne. Comment? Il y a eu un petit écho. Il y a Ah, eu il y a un un petit et moi, j'ai trouvé que sa réflexion résonnait, mais pour moi, mais comme une limitation. Comment dire? Moi, dans ma vie, je souhaite m'ouvrir aux infinies possibilités et aux infinis cadeaux que la vie peut m'offrir. Et puis des fois, j'ai l'impression que dans la vie, on ne choisit pas toujours. Et il y a beaucoup de choses qui, par des phénomènes de synchronicité, se sont invitées à moi. C'est comme un champ avec d'immenses belles fleurs, elles sont toutes aussi épanouissantes et belles les unes que les autres. Pourquoi j'irais me priver de pas sentir le parfum de l'une et de l'autre? Bien sûr que le reiki reste mon socle et mon approche principale. Si j'ai un problème, articulaire, rien ne m'empêchera d'aller voir un ostéopathe, mais je reste fidèle à ma pratique de départ. Moi, Et comme me disait une amie bouddhiste: «Pour toi, c'est ton moyen habile, le reiki». Mais je reste ouvert puisque si les choses s'invitent, encore une fois, tout est l'expression de cette nature fondamentale. Il y avait un lama tibétain qui disait: «Toutes les voies de guérison sont la manifestation, de l'éveil du Bouddha». Il y a pas à différencier les choses. Si on a cette perspective, globale, non duelle et holistique, tout est juste. Et puis je pense qu'en termes de soignants, il faut être pluridisciplinaire. Les mmh, causes de la souffrance sont multiples. Moi, par exemple, quand quelqu'un vient me voir avec, des crises de panique, une peur ou, peu importe le type de peur. Moi, j'ai un outil qui va très, très bien fonctionner en quelques séances. Je ne vais pas lui proposer, 30 séances de reiki et je suis peut-être même pas certain que ça va aller traiter sa peur. Dans ce cas-là, je vais lui faire une séance de régulation émotionnelle et ça va mmh. être pour moi beaucoup plus pertinent. Et je critique pas le reiki, je nie pas le reiki pour autant. Je dis juste, il faut savoir être habile et savoir quoi proposer en fonction de qu'est-ce qu'amène la personne dans la séance. Et Et comment c'est ce qui reste pour moi le socle. C'est ça, et comment ces différentes approches peuvent-elles s'articuler? Et là, je parle de votre expérience, mais aussi de ceux qui nous écouteraient, et qui auraient d'autres cordes à leurs arcs. Comment, toutes ces approches peuvent s'articuler et peut-être, se potentialiser, davantage? Bah, déjà, dès qu'on touche une personne et qu'on est dans la conscience Reiki, que l'on fasse par la suite, un massage, une technique de kinésiologie, d'Access Consciousness ou peu importe, du moment qu'il y a cette relation du toucher, moi j'ai Mmh, remarqué dans l'expérience que les gens ressentent beaucoup plus de choses quand cette même technique est pratiquée par quelqu'un qui pratique le Reiki. Donc c'est c'est comme si ça la potentialisait. mmh, Et moi, en termes de pratiquant, ça me met dans une dimension de non-agir qui est extrêmement importante. Je suis au service de la méthode que je pratique et je suis plus celui qui, impose, une technique ou met une volonté personnelle avec une attente et des choses comme ça. c'est ça. Donc il y a pas cette v une sorte de volonté, il y a plus une forme, vraiment, comme vous dites, de non-agir, de se laisser Abandon. traverser. Mmh, Tout à fait. tout à fait. Tout à fait. Et heu
comment si par exemple, je suis, praticienne dans une technique, j'ai envie d'apprendre, le reiki, mais que je ne suis pas forcément proche, ni de la culture bouddhiste, ni de la culture japonaise, comment, se relier à cette essence sacrée dont vous parliez, sans la singer, en se disant: «Je vais faire une japonaiserie» entre guillemets? J'avais un maître tibétain qui parlait pas français. Il disait: «Je parlais pas français, juste petit peu pour reprendre traducteur quand lui faire erreur». Mais il parlait pas français. Il avait un grand centre international qui était en France. Donc ça veut dire que c'était, toutes les cultures, les races pouvaient venir dans ce centre. Et il avait appris une expression en français, alors il faisait pas de la grammaire, hein, ça s'adressait, autant à un homme qu'à une femme. Et quand on allait le voir et qu'on se plaignait que notre pratique marchait pas, qu'on avait perdu notre travail, que notre conjoint, nous avait séparés, c'était un gros nounours. Il vous prenait dans vos bras et il vous disait, en français dans le texte, homme ou femme, hein: inquiète pas ma chérie». Ben moi j'ai envie de vous dire: «Inquiète pas ma chérie». Sans rien de personnel. Le reiki, de toute façon, va venir rencontrer là où vous êtes. On n'attend pas de vous que vous soyez ni un saint, ni un pratiquant bouddhiste, ni quoi que ce soit. Le reiki va de toute façon venir rencontrer ce que et qui vous êtes. Et Mmh. cette rencontre qui va de cette rencontre va émerger quelque chose qui sera bon pour vous et pour les personnes auprès de qui vous allez pratiquer. Je ne sais pas si je réponds à la question? Si j'approfondis, est-ce qu'on peut, pratiquer le reiki sans un cheminement et une transformation intérieure? Là, je vous relie à la source, aux origines du reiki. Est-ce que, on peut devenir praticien reiki, maître reiki, sans avoir cheminé intérieurement et s'être transformé intérieurement? Je répondrai oui inconditionnellement, mais même pas à 100, à 200. Mmh. Le but d'Usui, c'était pas d'enseigner une religion. C'était de pouvoir enseigner un art, une pratique qui soit accessible à tout le monde et la personne après va cheminer avec ça et quel que soit le chemin qu'elle va faire, ça sera de toute façon approprié pour elle. Il y a pas le but de mettre en avant un quelconque niveau de conscience éveillé, par exemple. Mmh. Ce qui va s'émerger sera le fruit, le résultat de sa pratique. Donc elle pratique en conscience, ça C'est suffit. c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que par sa pratique, il y aura forcément un cheminement intérieur, mais il ne doit pas forcément être préalable. Exactement, tout à fait. Mmh. Tout à fait et je reçois dans mes week-ends de formation des personnes de toutes tendances, toutes cultures, toute éducation, des gens, médecins, comme ça peut être des gens, entrés qui n'ont pas fait ce cursus d'études. Ça s'adresse pas aux gens qui sont déjà arrivés. Comme disait mon enseignant principal dans Alexander, le reiki s'adresse pour les pêcheurs que nous sommes. Alors je me permets une petite question pour rebondir là-dessus. Hem, il y a quand même des personnes qui sont accompagnées derrière, si, enfin comment du coup, qu'est-ce qui fait qu'un praticien en reiki est aligné, capable d'accompagner quelqu'un? Et justement si on dissocie quelque part la technique de soin de la voie spirituelle, de l'état d'être, comment s'y retrouver, pour savoir justement si un praticien est prêt pour accompagner? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne peux pas évaluer, le niveau de pratique et le niveau de conscience d'une personne. Par contre, en tant qu'enseignant, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre les garde-fous, utiles Mmh. et il y a des bases qui sont très importantes à enseigner. Il y a une dimension évidemment de prise en charge personnelle par des pratiques énergétiques, par des pratiques méditatives. On ne va pas toutes les énumérer ici. Un des contemporains et élève d'Usui mettait beaucoup en avant ce qu'il appelait le seiza, ce qu'on appellerait littéralement la posture assise en zazen, hein, en méditation. On amène le silence intérieur comme étant un préalable important et puis une autre chose aussi qui est important de préciser, aux personnes que l'on forme, c'est qu'ils ne sont pas impliqués dans le soin. Ils sont au service d'une énergie. C'est pas eux qui dirigent, c'est pas eux qui imposent quelque chose. Alors, moi après, ayant dit ça, ayant fait, transmis la formation que je souhaite apporter et la conscience qui l'accompagne, je ne suis pas derrière chaque praticien. Je ne sais pas quel est, le niveau d'intention qui est derrière. Mais au moins, on aura mis ce garde-fou pour que la personne reste vraiment à sa place quand elle va pratiquer. Et et que pensez-vous des bon, on le voit de plus en plus avec, cette, accélération, cette montée en puissance du reiki, des initiations qui sont bouclées en un week-end? Ah ouais, alors ça j'ai vu ça, à Vancouver lorsque, je suis allé rencontrer Hiroshi Doi.
Donc c'était en 1999, c'était la toute première fois qu'on rencontrait un enseignant de reiki, qui plus est un des membres, de l'association japonaise de reiki, donc c'était un grand privilège, d'avoir été là à ce moment-là et en discutant avec les, 75-80 personnes qui étaient là, il y en avait au moins les 2 tiers qui n'avaient jamais reçu de formation en direct avec une personne. Il y en avait, ils ne savaient même pas ce que c'était que de recevoir un soin et ils étaient tous déjà au niveau de la maîtrise. Alors moi, je dis pas maître de reiki parce que je trouve que c'est un terme qui convient. Moi, je suis 1,70 m, donc au moins c'est réglé, c'est pas grand. Le mot maître, pour moi, je le proscris. On peut être, avoir le master en quelque chose, mais dans le reiki, ça a pas de sens et ces personnes-là avaient toutes été formées devant leur webcam. Donc ça veut dire qu'elles avaient reçu une initiation, le reiju, directement à travers, un écran. Les notes et le certificat évidemment avaient été envoyés par PDF et puis, bah, dans la logique, ils avaient été débités PayPal. Voilà et ils étaient déjà au troisième, quatrième niveau de Reiki. Donc évidemment, pour moi, il faut que ça reste une transmission vivante. En japonais, on dit Isshin Denshin, de mon cœur à ton cœur, de mon âme à ton âme, de mon être à ton être. Bien sûr que c'est techniquement possible de donner une initiation à distance. Depuis le Covid, il y a des gens qui ont fait énormément de formations comme ça, des Zooms, et cetera, des podcasts, des coachings. Mais dans le reiki, il y a cette dimension sacrée qui est l'initiation, qui est le lien direct, qui est le partage d'un soin. Comment je peux faire pratiquer quelqu'un à travers une vidéo? Ça a Ouais. pas de sens. Une fois la transmission faite, je peux faire un complément d'information, bah, un peu comme on le fait là finalement. Mais en direct, c'est ce qui reste la trame vraiment de la transmission. Oui, et c'était justement une question que j'allais vous poser. Ce terme de maître participe aussi, au flou qui entoure, le reiki, parce que, bah, effectivement, ça paraît un peu sectaire et cetera. Donc, pour vous, comment puisque si c'est pas maître, vous dites quoi? Praticien? Alors c'est Vous vrai que ça donne une notion très ambiguë parce qu'un maître, c'est un maître spirituel pour moi, en tout cas c'est ce que j'ai fréquenté et comme dans le reiki, on est quand même dans un truc un petit peu, bah, on parle d'énergie, mais on parle aussi de spiritualité. On fait méditer les gens, il y a des pratiques, il y a des initiations. L'initiation, c'est un petit peu l'équivalent, on dirait comme on dirait d'un baptême, une transmission de shakti, d'énergie spirituelle. Donc là, le mot maître pour moi, il serait pas du tout approprié. Bah, qu'est-ce que j'utilise? J'ai un peu cherché en japonais, je dirais kyoshi, ça veut dire un instructeur, quelqu'un qui un accompagnateur, un facilitateur, ça c'est le mot un peu à la mode maintenant. On facilite, mais non, pas maître, quoi. Et juste avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez revenir sur une anecdote, puisque vous avez parlé d'anecdotes, qui pourrait être, enseignante pour nos praticiens? Quelque chose, qui vous est arrivé, une synchronicité ou une anecdote, sur votre parcours, du reiki, qui peut être éclairante pour nos praticiens qui nous écoutent? Alors pour les praticiens ou pour les enseignants? Ah, je dirais pour notre réseau, mais après vous pouvez en avoir 2 et voilà. Ben, alors je pars pour la dernière, un de mes élèves qui était, on dirait vulgairement brut de décoffrage, qui était un coach d'entreprise, enfin faire que les employés, interagissent entre eux. C'est-à-dire pas du tout le coaching spirituel, hein, un coaching vraiment très pragmatique, qui était, habité dans le nord de la France et qui voyageait beaucoup pour sa société et qui a vu un jour une annonce sur internet qui parlait de Reiki. Lui, Reiki, il ne savait pas ce que c'était, il n'avait jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui a jamais médité de sa vie et bah, et bon, il a commencé à regarder de quoi ça parlait. Il y avait, un site, il y en avait un deuxième, puis ça résonnait pas pour lui. Il trouvait ça peut-être un peu trop perché, un peu trop, on dirait un peu new age et puis, mais sans arrêt l'information revenait tout le temps. Donc il s'est dit: «Je vais encore creuser quand même, c'est bizarre, on me parle de Reiki, je vois l'info Reiki» et ça revenait tout le temps et puis à force de pianoter, il arrive sur mon site et là, il sait pas pourquoi, il sent un lien, il sent quelque chose pour lui qui résonnait comme cohérent. Donc il prend contact avec moi, donc venir du Morbihan justement jusqu'à Nice, bah, de toute façon vu qu'il voyageait toutes les semaines, c'est pas, un aller-retour de plus qui allait changer grand chose. Donc je reçois cet homme d'une d'une sensibilité, extraordinaire, qui avait jamais médité de sa vie. Le mot chakra, je ne savais absolument pas ce que c'était, il avait jamais entendu parler et alors il se prend mais un kiff dans le week-end, mais extraordinaire. Une joie d'apprendre, une joie de recevoir et alors il prend ça de plein pot et puis, bah, le soir, avant de rentrer chez lui, le dimanche soir, il va dormir dans son hôtel avant de prendre l'avion lundi matin. Et dans son sommeil, il fait ce qu'on pourrait appeler une décorporation. C'est-à-dire que la première chose, il voit son corps couché dans le lit en chien de fusil et là, il fait une prise de conscience. Il dit: «Bah, si je suis une conscience, je ne suis pas limité à un corps, je ne suis pas que le corps»
et puis sa conscience part, alors dans des mondes, on va dire spirituels, et quand il revient avec cette, notion d'être le tout, d'être la complétude, et ça l'a pas quitté pendant des mois, voire des années. Bon, maintenant, il est un petit peu redescendu dans le quotidien, mais c'était assez extraordinaire parce que lui, il témoignait réellement que le reiki pouvait amener à cette perspective éveillée, et toute sa vie après était basée, alors ça l'empêchait pas de vivre en parfaite, cohérence et intégration dans son quotidien. Il partageait le travail, peut-être même mieux qu'avant. Le lien avec sa femme a été même encore amélioré, avec ses enfants, sauf qu'on pouvait plus rien lui cacher. C'est comme s'il disait, dans Les Âmes, il avait besoin d'avoir une réponse, il est dans une librairie, le livre tombait, il ouvrait la page, il avait la réponse qu'il cherchait, et toute sa vie était comme ça. Mais ça lui est tombé dessus. Lui, il avait jamais entendu parler d'éveil, et puis quelques mois après, il m'appelle, il me dit: «Ben, voilà ce que je suis en train d'expérimenter». Alors je lui dis: «Bah, écoute, j'ai ouvert un blog qui ne traite que d'éveil, de non-dualité. Je vais te sélectionner certains témoignages et tu me dis si ça fait écho avec ce que tu vis». Mais il a dévoré, et il m'appelle à la fin de la journée, il me dit: «Bah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre», et je sais que cette histoire a été racontée et remontée jusqu'à Phyllis Foromoto, qui était donc la petite fille de madame Takata et la responsable pour l'association l'Alliance Reiki, et quand Phyllis a entendu ça, ah, c'est émouvant d'en parler, elle a fait gâchot, elle a mis ses mains comme ça, elle a dit: «Enfin, on peut témoigner que quelqu'un peut atteindre l'éveil par le Reiki». Mmh. Eh bien, c'est un magnifique mot de la fin et je pense que là, nos praticiens, vont se précipiter, pour se former. Mais en tout cas, Patrice, on aurait pu parler des heures. Absolument. Toujours aussi, passionnant. Merci beaucoup pour, cette transmission et puis, ben, on se dit, à bientôt. Bah, merci à vous, et encore une fois, une grande gratitude d'avoir été, avec vous ce matin. Vraiment, merci. Merci. J'ai pas pu poser cette question, mais j'aimerais quand même votre avis, si vous voulez Oui. bien, sur les degrés, du coup. Il est souvent question de degrés, du coup, dans les enseignements du Reiki. Quel est votre regard là-dessus et quel sens ça peut avoir encore aujourd'hui ou dans les différentes, enseignements? Ben, vu le volume de choses qu'il y a à transmettre, c'est évident qu'il faut avancer par étapes, le processus évolutif. C'est pas juste par plaisir qu'on met différents degrés, mais il faut laisser un temps d'intégration, et chaque degré est déjà très complet en lui-même. Il y a eu de plus depuis 90 heures toutes ces techniques énergétiques qui étaient complètement inconnues, du Reiki, en Occident, pour les raisons qu'on a évoquées de ce contexte, social et culturel, et qui fait qu'on peut pas forcément mettre des techniques pour des gens qui ont pas des diplômes correspondants. Donc tout ça, c'est venu progressivement, donc ça fait quand même un gros volume d'informations à partager, et pour ça, et ben, il faut que ce soit, séquencé, il faut qu'il y ait, un 1er, un 2e degré, et chaque degré apporte sa part, de complétude. Mais chaque degré est basé aussi sur le précédent. On pourrait s'arrêter au 1er, il est complet en lui-même, pas besoin d'aller chercher plus. Mais si une personne a envie d'approfondir, la voie et le cheminement du Reiki, ben, effectivement, il y a d'autres niveaux qui peuvent être proposés. Mmh. Et le temps d'intégration du coup, Bon, juste c'est très subjectif. objectif, ouais. J'aime bien demander quelques mois de pratique, et sans que ce soit, une norme rigide. Il y a des personnes qui évoluent très rapidement, il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps, Mmh. et moi, ce que je fais, c'est je m'en remets à l'univers. C'est-à-dire, je peux toujours dire, bah, au bout de 3 mois, par exemple, ou 4 3 mois ou 6 mois, peu importe, je propose une date pour un 2e degré, par exemple. Mmh. Et c'est l'univers qui va décider si la personne sera là ou pas, si elle est prête ou pas, et en D'accord. fonction, de ce qui se passe, moi je me donne pas le droit de porter un jugement sur quelqu'un en disant: «Toi tu es prêt, toi tu l'es pas, toi faudra attendre encore un peu». Non, je pense que je me mets pas dans cette posture-là de pouvoir et de décider sur l'autre. Par contre, l'univers s'en charge, et voilà, je remets le bébé entre les mains du divin, et puis en général ça se passe très bien.